Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier le Comité 21 et sa présidente pour son invitation. Mais contrairement à l'invitation de Bettina, je ne vais pas convoquer les mânes des philosophes de la tradition parce que je dois vous dire que depuis quelques années, ils refusent de sortir de l'Hadès et de nous rejoindre. Alors, je vous rappellerai l'enthousiasme, effectivement, qui a été celui de ma génération pour Rio. Un enthousiasme désormais relativement douché. Je vais vous rappeler les deux grands objectifs. On les trouvait dans le rapport Brundtland, mais c'était aussi normalement ceux des Nations Unies. Tout d'abord, c'était de veiller à une meilleure répartition, ce n'est pas difficile en droit, de la richesse sur Terre, d'un côté, et de l'autre, c'était veiller à ce que l'environnement global, et on est à l'époque, on commence à prendre plus précisément conscience de la globalité des questions environnementales, à ce que l'environnement global ne se dégrade pas. C'était donc une démarche d'anticipation par rapport aux dégradations environnementales. 30 ans après, il faut vraiment le dire, on va le reprendre très rapidement sur chacun des points, la situation, au moins sur l'un des points, est très clairement catastrophique. En termes de répartition de la richesse, les choses sont très contrastées, comme vous le savez. Ce sont des centaines de millions de personnes qui ont été arrachées à l'extrême pauvreté, mais en même temps, nous connaissons toujours des écarts gigantesques entre les PIB des différentes nations. Et comme vous le savez aussi, à l'intérieur des nations, les inégalités sociales se sont, dans la plupart des pays, très nettement accrues. Côté environnement global, ce n'est pas simplement un échec. Je crois qu'il faut appeler désormais un chat un chat. Nous sommes dans une situation qui est résolument catastrophique. On le voit très bien, l'enjeu du dérèglement climatique en cours, l'enjeu des autres grandes difficultés environnementales, au premier chef, effectivement, l'effondrement de la biodiversité, la pression sur les ressources. Et si on rentre plus dans le détail, je vous rappelle que très récemment, les deux dernières, donc la 5e et la 6e limite planétaire, auraient été franchies. En fait, elles sont franchies depuis longtemps, mais on a désormais les connaissances pour préciser ce franchissement. Dans un cas, on a affaire à des macromolécules, notamment à des plastiques aussi, qui envahissent tous les milieux. Il semblerait que, je ne sais plus en combien de jours, on ingère chacun à peu près une carte bancaire. Et puis, vous le savez, la 6e limite est extrêmement inquiétante, celle de l'eau verte, c'est-à-dire de la capacité des sols, des écosystèmes à retenir l'eau. Donc nous sommes vraiment dans une situation terrible. Et si l'on veut ramasser, ne serait-ce que pour le dérèglement climatique lui-même, l'enjeu, mais associé aux autres difficultés, c'est bien l'habitabilité de cette planète. Avec les aléas, les événements extrêmes, on converge vers un pourrissement de notre habitabilité. Et ces aléas extrêmes, et on le voit bien aujourd'hui, et en même temps ça va être concomitant avec la pénurie due à la guerre, mais on évolue vers un affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. De l'autre côté, on a une réduction physique, alors réduction physique due à la montée du niveau des mers, réduction physique due peut-être au devenir aride de certaines régions, réduction physique si on montait très haut en température, la part de la Terre où vous avez en moyenne 29 degrés, c'est 0,08% je crois, eh bien, elle s'étendrait. Et au milieu, vous avez ce phénomène sur lequel on s'attarde depuis très peu de temps, celui de la chaleur humide. Moi, je me souviens d'avoir lu un premier papier là-dessus en 2014. Il y a le papier de Mora et des autres auteurs de 2017, appuyé sur les canicules qu'on a connues. Vous le savez, nous sommes sur un certain plan des machines thermodynamiques. Donc nous devons réguler autour de 37 degrés notre température intérieure. On le fait par la transpiration. Mais même si vous avez une température ambiante de 28 degrés avec un degré d'humidité de 80%, bien la marge que vous avez pour vous réguler thermiquement devient très petite, ce qui fait que il devient difficile d'avoir un séjour dehors prolongé, encore plus difficile si vous devez vous livrer à des activités physiques, mais évidemment, si vous montez sur chacun des paramètres, si vous avez à peu près 40 degrés, eh bien, c'est simplement 50% d'humidité qui vont suffire à suffoquer dehors et à avoir une peine à se réguler. Donc, en d'autres termes, quand on monte dans le problème, on passe du pourrissement à carrément la réduction physique. Ça, c'est en cours, donc c'est une situation qui est totalement catastrophique. Je crois qu'on ne peut pas le dire autrement. Alors,
pourquoi cet échec? Donc, vous le savez, c'était redit d'ailleurs très précisément ce matin, on n'a pas voulu changer nos modèles économiques, ils sont toujours les mêmes. On a parié sur un découplage entre la croissance du PIB d'un côté et de l'autre le substrat matériel énergétique de nos économies. Et vous le savez très bien, ce découplage n'a absolument pas eu lieu. Si vous vous focalisez sur la biodiversité, eh bien effectivement, la démographie mondiale est un problème. Chacun de nous, qu'il soit riche ou pauvre, à peu de choses près, a besoin de la même surface pour régénérer son air, régénérer son eau et produire son alimentation. En revanche, on regarde les autres paramètres, par exemple les 8 autres limites planétaires, en dehors, si vous voulez, de celles sur la santé des écosystèmes et la déplétion des espèces vivantes sur Terre. Là, en revanche, vous le savez très bien, c'est le niveau de richesse qui est la cause principale. Récemment, dans son volet 3, le rapport 6 du GIEC a nuancé ce qu'on pouvait trouver par exemple du côté d'Oxfam, mais en gros, les 10% plus riches de la Terre, et tous les gens qui sont ici, nous en faisons tous partie, les 10% les plus riches de la Terre émettent à eux seuls, selon l'estimation, c'est une fourchette, entre 35 et grosso modo 45% des gaz à effet de serre mondiaux. En revanche, les 50% les plus pauvres sur la Terre n'émettent que 8% de ces gaz à effet de serre mondiaux. Donc en fait, c'est très clair. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est de passer à une économie sobre. Ça veut dire quoi une économie sobre? C'est très précis. Ça veut dire beaucoup moins de production d'objets, des objets plus durables, pour les plus complexes, probablement plus modulaires, pour les adapter. Si ces objets sont très sophistiqués, eh bien, on peut imaginer de les mutualiser. Ça veut dire moins d'infrastructures et effectivement une population qui décroît. Mais là, la chose est en train de se faire, si j'ose dire, toute seule. Et je voudrais terminer là-dessus. Vous voyez très bien la contradiction qu'il y a entre cet objectif. Il faut être très clair. Moins d'objets, moins d'infrastructures. Et des objets conçus différemment, et de même pour les infrastructures. Après, avec une relation au PIB qui est complexe, je ne veux pas du tout revenir là-dessus. En revanche, ce qui est très clair, c'est que ça prend en quelque sorte à revers le consensus qui s'est créé à la fin du XIXe siècle, et c'est ce consensus-là a permis l'établissement des constitutions dans les différentes démocraties occidentales, pour ne retenir pour le moment que cette partie du monde, parce qu'elle a un effort beaucoup plus important à faire que les autres, elle a à descendre dans son niveau matériel alors que les autres ont à remonter. Et le consensus en creux était le suivant. On s'est entendu dès la fin du XIXe siècle sur le fait qu'il fallait créer plus de richesses. Dans un premier temps, c'était plutôt l'arrachement à l'extrême pauvreté, et puis penser à la théorie de Solow de la croissance, etc. Non, c'est un enrichissement continu. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était de redistribuer. Là aussi, ce n'est pas évident quand on regarde, en prenant comme horizon l'histoire des sociétés humaines, l'idée de redistribuer la richesse dans les sociétés historiques, ce n'était pas une chose totalement évidente. Donc ça, c'était le consensus en creux. Et sur la base de ce consensus en creux qui traduisait les grands objectifs des sociétés, eh bien, vous pouviez orienter le débat public de façon polaire, droite-gauche. En ce qui concerne la maximisation de la création de richesses, soit c'était vous développiez plutôt l'initiative de l'entrepreneur privé, soit vous alliez plutôt du côté gauche cette fois-ci et pas droite, du côté de la rationalisation de la production. Et de même pour la redistribution de la richesse, vous aviez soit un critère arithmétique, égalitaire si vous voulez, ou un critère géométrique au prorata du mérite des uns et des autres. Et vous voyez très bien que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, eh bien les deux éléments de ce consensus en creux sont en quelque sorte obsolètes. On ne peut plus du tout avoir pour objectif un enrichissement continu. Au contraire, on doit rechercher un optimum matériel et de confort, assumable à 8 milliards, assumable par les écosystèmes, et puis effectivement, en termes de redistribution de la richesse, non, là, l'idée d'un resserrement, puisque c'est directement le niveau, si vous voulez, de richesse des uns et des autres qui va déboucher sur la proportion de destruction, eh bien, il est clair que si vous avez des dictatures avec des oligarques et des gens très riches qui restent en petit nombre, ça ne changera rien à la question environnementale. Et donc, ça, c'est ce nouveau consensus démocratique, mais je dirais au-delà, qu'il va nous falloir
construire. Et je vous remercie pour votre attention.